Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Carlotta Dudek. Elle a 17 ans. Elle est danseuse de breaking, de breakdance. C'est vraiment une championne dans sa catégorie. Elle a récemment représenté la France aux Jeux Olympiques de la jeunesse avec l'entrée de cette discipline dans les Jeux. Elle est donc la première représentante française de breakdance aux JO et elle va désormais tout faire pour concourir dans cette nouvelle discipline en 2024 à Paris. Dans ce podcast, elle nous parle d'elle, de son parcours, de son art et de ses émotions quand elle danse. Bonjour à tous, aujourd'hui, j'ai parcouru des champs d'oliviers, j'ai vu des petits vélos qui forçaient sur la route pour s'entraîner le matin, le soleil brillait, pour arriver à un petit village qui s'appelle Cadenet, pour rencontrer Carlotta. Bonjour. Comment tu vas, Carlotta ? Ça va très bien, merci. Bon alors, Carlotta Dudek, tu es née où ? Tu vis où ? Je suis née à Pertuis, j'ai 17 ans. Pertuis, c'est où ? C'est où dans la France, ça, Pertuis ? Dans le Vaucluse. Ah, très bien, ça chante, le Vaucluse. Ouais, c'est bien, à côté du Luberon. Je vis maintenant à Cadenet. Et je suis en classe de terminale. Terminale, t'es toute jeune, mais t'es déjà une grande dame parce que tu es une championne de breaking. On dit ça, on dit comme ça, je crois. Oui, c'est donc, de breakdance. Et est-ce que tu pourrais nous parler de cette incroyable danse ? Alors, déjà, ça fait 10 ans que je fais du breaking. J'ai beaucoup aimé cette danse, justement, pour sa particularité. C'est une danse qui est assez technique. Au contraire des autres danses qui se pratiquent debout, celle-ci, elle se pratique au sol. Et donc, ça nécessite beaucoup de technique, de portée, de force. Et c'est aussi un mélange de plein d'autres danses. Elle s'inspire de plein d'autres disciplines, de danse, de culture. Et c'est une belle culture qui réunit tout le monde sous un signe de partage. Et c'est ça qui m'a plu dans cette danse. Quand tu me dis que c'est un mélange de danse, c'est un mélange de quelle danse selon toi ? Il faut savoir qu'elle a débuté dans la rue. Donc, c'est vraiment... Donc, les gens qui ont commencé à la danser, ils sont venus avec ce qu'ils avaient, leurs origines, leur expérience. Et déjà, on peut dire que ça apprend aussi des gestes de la gymnastique. Ça apprend aussi des gestes africains, dans la danse africaine, la salsa. Moi-même, j'ai des origines cubaines, donc j'y mets ma personnalité. J'ai introduit des pas de salsa. On va dire qu'il n'y a pas d'interdit. Donc, ça réunit à peu près toutes les cultures. Donc, c'est un sport ou un art, selon toi ? Pour moi, c'est les deux. C'est ça qui fait la particularité de cette danse, c'est qu'on l'intègre aussi comme un art. On a besoin d'être créatif. Donc, on exécute des pas sur la musique, il faut être original, il y a cette écoute du son. Et ensuite, un sport parce que c'est une danse qui est technique. Donc, comme je l'ai dit, il y a besoin de technique, de force, une préparation physique pour l'exercer. Et c'est pour ça que je rejoins cette danse à l'art et au sport. D'accord, donc toi, tu es une sportive et une artiste à la fois ? C'est ça. Il y a des moments où tu te sens plus artiste que sportive ? Est-ce que pour nous aider et pour mieux appréhender ce sport et cet art, là on hésite entre les deux, est-ce que tu pourrais me donner quelques mots de vocabulaire qui sont indispensables à placer dans les dîners en ville pour mieux maîtriser ce sport ou cet art ? Alors, il y a les top rock. Ah, top rock, c'est quoi ça, top rock ? C'est les pas debout, donc c'est tout ce qui est dansé debout. On appelle ça aussi les préparations. On se prépare avant d'aller au sol. Ensuite, il y a les footwork. Maintenant, c'est les fondations. C'est tous les pas, les petits pas qui sont exercés au sol. Ensuite, il y a les freeze, les tricks et les power moves. Donc, c'est un ensemble de techniques comme tourner sur la tête ou alors des pauses où on reste figé pendant quelques secondes. Alors attends, tourner sur la tête, quel est le mot pour dire je vais tourner sur la tête là maintenant ? C'est un net spin. Un net spin. Oui. Ok, très bien. On voit que c'est technique. Et tous ces mots, ils viennent d'où, tu crois ? Ce sont des mots anglais. Très bien. Et toi, quelles sont tes figures préférées ? Moi, c'est le Hongten. Donc, c'est une figure qui a été créée par Hongten et elle me plaît beaucoup. C'est là où je passe beaucoup par cette figure et c'est aussi une de mes identités. Elle ressemble à quoi, cette figure ? Tu peux nous la décrire ?
Alors, il y a mon bras qui soutient mon dos et j'ai en même temps la tête posée au sol et mes pieds ne touchent pas le sol. Donc tu as la tête posée au sol, tu as les bras dans le dos. J'ai les bras comme ça. Et les pieds sont en l'air. En l'air. D'accord, très bien. Donc il faut avoir des abdos d'enfer, de la force dans les bras. C'est ça, exactement. Des cervicales aussi au top. Bon, très bien. Et donc quoi, toi, t'es toute jeune, tu as 17 ans, mais tu me dis que tu fais du breakdance depuis longtemps. Depuis que j'ai 6 ans, j'ai commencé au CP. Au CP, mais comment on rencontre le breakdance au CP? Alors moi, je connaissais pas du tout cette discipline. J'ai eu la chance que mon entraîneur d'aujourd'hui, Naïm Sassi, il donnait des interventions pendant les pauses méridiennes à mon école primaire. Et il m'a invitée à initier, à découvrir la discipline. Et en un cours, je suis tombée amoureuse de cette danse et j'ai jamais pu manquer. T'as jamais voulu arrêter? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que tu tombes amoureuse de cette discipline alors que tu fais une séance de découverte? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ton corps, dans ta tête? Alors, quand je suis arrivée, on m'a enseigné un mouvement. Et ensuite, on s'est tous regroupés pour faire un cypher, c'est-à-dire un cercle où tout le monde passe l'un après l'autre. Donc, quelqu'un se met au milieu du cercle et fait ce qu'il a appris et ce qu'il ressent. Et c'est à ce moment-là où, en fait, j'ai pu montrer ce que j'avais appris. J'ai pu en même temps me libérer, montrer ma personnalité. Et il y avait juste une ambiance super émouvante, de l'encouragement, des applaudissements. Et à ce moment-là, t'es porté partout, la musique, les personnes. Et j'ai pu montrer ce que j'avais à faire et c'est cette ambiance en fait qui m'a plu et qui a fait que je voulais continuer. C'est un souvenir très précis parce que c'était quand même en CP. On sent qu'il y a eu de l'émotion. Et absolument. Donc tu dis oui, j'ai pu montrer ce que j'avais comme sentiment. C'est pour toi une manière de t'exprimer, le breakdance? Bien sûr, on me dit souvent dans la vie que je suis assez calme, assez zen et pourtant... Tu n'as pas l'air comme ça, hein, je te découvre, mais... En tout cas, à l'école, on me dit ça et ma danse, elle reflète complètement le contraire. Je suis très énergique, je bouge beaucoup, j'ai parfois même du mal à me contrôler et c'est vraiment toute cette énergie qui est en moi qui se libère. Donc, pour ça que je parle de libération. Et tu as envie d'exprimer quoi quand tu breaks, quand tu danses? Ma force, D'accord. Surtout ma force, le plaisir que je prends. Il faut savoir que moi, je souris beaucoup quand je danse, donc j'y montre le plaisir que j'ai en dansant et toute la force et l'énergie qui doit se déployer. Et on a parlé un petit peu de musique, justement, dans ta découverte du breakdance. Tu m'as parlé de musique tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait cette musique aussi, c'était stimulant. C'est quoi l'importance de la musique, de la chorégraphie dans le breakdance? La particularité dans le breakdance, c'est que contrairement à la gym ou d'autres danses où on fait une chorégraphie sur une danse qu'on a choisie, il y a un thème. Là, c'est complètement le contraire. Il y a un DJ et c'est lui qui diffuse la musique. Alors, les danseurs, on ne connaît pas la musique à l'avance. Donc, tu arrives, tu dois breaker, tu n'as Voilà, jamais entendu la musique. La musique est posée. D'accord. Tu l'entends, tu dois essayer de te mettre dedans et ensuite donner tout ce que tu as sur cette musique. Donc, il y a aussi un devoir d'adaptation. Et c'est ça qui est bien dans notre discipline. De faire corps avec la musique, de sentir ses vibrations et elles vont te guider pour interpréter quelque chose. Exactement, il faut savoir, faut savoir improviser, exécuter nos mouvements en fait, sur cette danse, pouvoir la ressentir et adapter ce qu'on fait à la musique aussi. Et du coup, tu as des DJ préférés parce que j'imagine, alors on n'a pas trop parlé de compétition jusqu'à présent, mais on en parlera un peu plus tard, parce que c'est une discipline à compétition. Donc quand tu fais des compétitions, il y a des DJ qui reviennent régulièrement. Et est-ce qu'il y en a que tu préfères que d'autres? Quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est DJ Senka. D'accord. Qui a des musiques incroyables, elles sont boostantes, elles bougent, donc c'est très bien, surtout pour ma danse, comme je suis énergétique, c'est parfait pour moi. Et quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est DJ Vincian. D'accord. Donc lui, il mélange un peu plus tous les styles dans cette musique. Il a beaucoup d'originalité. On peut retrouver du jazz, du funk. Et donc c'est encore plus un plaisir de danser sur ces musiques. La chorégraphie, tu arrives du coup, tu entends la musique, elle t'appelle. Tu te jettes dans une improvisation. Comment tu arrives à improviser quelque chose par rapport à cette musique? Quel est du coup le rôle de la chorégraphie? Est-ce que du coup l'entraînement t'a appris finalement un enchaînement de figures que tu vas pouvoir ressortir pendant la compétition? Comment ça se passe? Alors, chaque danseur est différent. Souvent le but de l'entraînement c'est de pouvoir chorégraphier, pouvoir s'entraîner sur des mouvements, trouver quelques petits enchaînements. Ensuite, les conditions en battle sont tout le temps différentes, donc déjà par rapport à la musique. Alors quand on l'entend, il y a un petit moment d'improvisation, de recherche,
Et ensuite, on se lance et on exécute déjà ce qui nous vient à l'esprit et ressortir les mouvements qu'on a pu travailler à l'entraînement. Et aujourd'hui, dans le milieu, on t'appelle la Señorita Carlota. Alors, tu as un surnom, pourquoi ? C'est par rapport à mes origines cubaines. Quand j'étais petite, à la cantine, nous on appelle ça, on dit qu'on a débuté à la cantine comme c'était en école primaire pendant la pause méridienne. Mon entraîneur, il me donnait ce surnom, Señorita Carlota, parce que pour mes origines, j'étais la petite latina et donc il m'appelait comme ça. Moi, je le boudais, ce nom. Oui. Je le boudais beaucoup, mais au final, c'est une identité, ça se voit dans ma danse, donc ça se reflète dans mon nom, ça m'a accompagnée jusqu'au JO, et aujourd'hui, je le proclame fièrement. C'est ton surnom à toi, c'est ton nom de scène, Ouais. c'est la Señorita Carlota. Du coup, tu dis c'est ma marque de fabrique. Et quel est le style Carlota dans le breaking ? Qu'est-ce qui te différencie des autres ? Qu'est-ce qui fait ta singularité ? Déjà, je suis très technique. Contrairement à d'autres danseurs qui sont plus, on va dire, dans les fondamentaux, donc dans les footwork, dans les pas au sol, la recherche et l'originalité. Moi, j'aime performer, exécuter toute la technique. Et ensuite, c'est mon style latino, donc beaucoup d'énergie et les pas de salsa. Pas de salsa. Alors, quel pas de salsa tu nous mets dans ces chorégraphies de breaking ? Alors, il y a... nous, à Cuba, on parle de baile casino. La salsa, c'est plus un nom commercial, donc c'est tous ces pas qui viennent de là. Et ensuite, un peu de danse folklorique cubaine, donc tout ce qui est danse africaine, guaguancó. Ces danses dont tu nous parles, tu les maîtrises, tu les pratiques ? Alors, moi, ma mère, petite, elle essayait beaucoup de me les apprendre. Et c'était très dur pour moi, j'arrivais pas, je boudais, on se disputait. Et au final, c'est quelque chose que je cherche. C'est comme mon nom, Señorita Carlota, c'est donc une identité qui m'appartient. Et donc, je veux approfondir ça et rechercher plus. Alors, je m'y mets, je les travaille pour les incorporer au mieux dans ma danse. Ce sont tes racines que tu cherches à exprimer. C'est ça. Est-ce que toi, tu pratiques au quotidien, en dehors de ton entraînement de breaking, d'autres danses ? Alors, quand je vais à Cuba, j'ai l'occasion de pouvoir danser, donc tout ce qui est salsa et danse folklorique. Parce que je comprends que tu vas régulièrement à Cuba. J'y vais tous les ans. Ah oui. Ma famille vit là-bas, donc je la visite. Et ensuite, au lycée, je fais de la danse contemporaine. Super. Ouais. Avant, j'étais très focalisée dans le break. Je ne voyais que ça et je voulais que ça. Donc la technique. Et au final, j'ai voulu essayer autre chose. Je commence à m'ouvrir à plusieurs danses. Ma première démarche en allant faire du contemporain, c'était avoir une salle pour m'entraîner à faire du break. Donc c'était assez opportuniste. Clairement. Et au final, j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai essayé et j'ai clairement compris que ça pouvait être un bonus. Déjà explorer d'autres choses, aller au-delà de mes limites. Et c'est aussi un plus dans ma danse, ça m'apporte d'autres choses, une autre vision, d'autres mouvements, une autre manière de penser. Et c'est aussi une autre sorte de partage. Donc j'ai vraiment découvert un milieu de partage, de gentillesse vraiment magnifique. Et c'est aussi une amitié qu'on partage avec les danseurs. Et ça m'a beaucoup plu et ça m'a attirée dans cette danse. Ça fait du coup combien d'années que tu pratiques le contemporain ? Ça fait 3 ans. 3 ans. Et qu'est-ce que ça t'a appris en fait de pouvoir découvrir cette discipline ? Il y a l'écoute de l'autre, le partage. Quand on danse, en fait, on se doit d'écouter les autres. Moi, j'ai une danse qui est très structurée, où je place mes mouvements à un certain endroit et je les reproduis en compétition. Là, pas du tout. On m'a appris à travailler en improvisant, ce qui n'est pas du tout mon fort. Et là, les émotions, elles sont plus directes, elles sont sincères, elles viennent instantanément. Et donc, c'est ce que tu produis, c'est ce que tu ressens sur le moment, et c'est ça qui est magnifique. D'être dans l'interprétation de ces émotions plus que dans l'application de la technique. C'est ça. Et tu as envie de découvrir d'autres danses qui pourraient alimenter ta palette de danseuses dans le breaking ? Je pense que toutes les danses sont importantes. Et ouais, le maximum de danse possible avec le maximum de danseurs pour partager toutes les expériences, les formes de danser, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Je pense que c'est très intéressant. On a parlé assez peu d'émotions. Quand tu rentres en compétition et que tu arrives, que tu as le DJ que tu adores, je ne sais plus comment il s'appelle. Senka. Tu l'entends, la musique démarre, tu sais que tu dois te jeter dans la fosse au lion, un petit peu, c'est un peu l'image que j'en ai moi. Ouais, c'est ça. Que tu dois démontrer ton savoir-faire. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Il y a une montée d'adrénaline
Faut savoir que moi, avant les compétitions, je suis assez stressée, donc je me pose beaucoup de questions, j'appréhende. Et au final, quand tu es en quelque sorte sur le ring et que la musique démarre, là, c'est une montée d'adrénaline, c'est le moment, c'est maintenant que tu dois y aller. T'as des rituels pour justement faire face à ton stress? Non. Des petits trucs à toi, non Je suis en train de... en fait, j'ai des petites mimiques, on se moque de moi parce que, par exemple, avant la compétition, je m'allonge par terre, je dors les bras croisés et j'imagine donc tous mes mouvements, tous mes passages pour la visualisation, c'est aussi un entraînement. C'est un deuxième entraînement au-delà de faire les mouvements, pouvoir voir ton environnement et l'appréhender. Donc c'est aussi quelque chose que j'aime faire avant la compétition. Donc tu t'allonges, les bras croisés, tu penses à ce que tu vas faire. C'est ça, avec en essayant de ressentir le sol, ressentir le public, tous les éléments qui sont présents à la compétition. C'est une deuxième préparation. Parce qu'effectivement, c'est ouvert au public. Oui. Et ça, c'est important pour toi? Absolument. Je pense que le public, c'est la partie la plus indispensable au-delà du sol ou d'un speaker, donc celui qui présente l'événement. Le public, c'est le plus important parce que c'est aussi lui qui te transmet l'énergie. Toi, tu te donnes, tu danses et tu te donnes aux personnes, au public, à l'adversaire, mais eux aussi te renvoient une énergie en retour qui fait que ça te booste et ça te donne encore plus d'envie. Et c'est ça aussi qui est magnifique, il y a un échange avec le public qui est beau et sans ça, ça aurait pas le même effet, le même impact. Et c'est ce qui caractérise le breakdance. On n'a pas parlé du temps de passage quand tu es en compétition. Ça dure combien de temps cette intervention sur le ring? Il n'y a pas de temps limite, mais ça dure en moyenne 40 secondes à 1 minute parce qu'on doit enchaîner plusieurs passages, des fois 2, des fois 3. Et c'est pour le danseur, c'est sur le principe de récupération où c'est un temps qui nous laisse digérer notre passage pour être après frais pour les autres. Parce que c'est très intense. C'est très intense, mais en fait c'est de l'effort et ensuite de l'arrêt. Donc c'est sur un rythme comme ça où tu danses à un moment d'intensité, tu danses, tu performes et ensuite tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes d'un coup, donc tu sais l'autre qui passe et tu dois reprendre par la suite. Donc c'est des moments très intenses à gérer. Quand as-tu compris que toi, tu avais non seulement la passion, parce qu'on a compris que cette découverte en CP a fait pouf, donc tu avais la passion mais aussi le talent. Quand est-ce que tu t'es dit, ouais, moi Carlotta, je suis Señorita Carlotta et j'ai des étoiles plein les yeux? Au début, quand j'étais petite, j'arrivais pas forcément à le voir. Faut savoir que j'avais des copines en fait qui avaient beaucoup plus de facilité que moi. Il y en a qui étaient souples, il y en a qui étaient fortes, il y en a qui étaient, on va dire, très stylées dans le sens où elles dansaient très bien, une danse très fluide et magnifique. Donc je me comparais et j'y voyais pas forcément ce que moi je pouvais avoir de particulier. Et je pense que ce qui m'a différenciée, c'était la détermination. Sûrement plus passionnée et sûrement plus déterminée. Quand on me donnait un travail à faire, je le travaillais et jusqu'à que ce soit parfait. Et j'ai jamais voulu abandonner quand il y avait des doutes ou des difficultés, j'ai jamais voulu abandonner. Et ensuite, quand j'ai vu que c'était moi qui accédais aux compétitions, qui était la plus déterminée et qu'aussi on appréciait mon style, quand je vois que je fasse mes petits mouvements de salsa et que les gens aiment et apprécient ce que je fais, quand les gens sont contents de me voir, là aussi j'ai compris que j'avais quelque chose à faire dans ce milieu et ça m'a boostée pour la suite. Donc aujourd'hui, tu es une figure reconnue du breakdance, du breaking. On dit du breaking, je crois, les spécialistes disent le breaking. C'est ça, du coup avec breakdance, c'est les nazes qui disent ça. C'est un nom commercial. D'accord, ok, donc breaking, il faut dire breaking. Vous entendez, hein. Donc, du coup, aujourd'hui, tu es une figure. On n'a pas parlé de tous tes titres, tes récompenses. Tu peux nous en dire un petit peu là-dessus ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es une figure du breaking? Alors, déjà aussi, quelque chose que je pense qui est très important, c'est que je suis une fille dans un milieu de garçons, dans un milieu masculin. Et le premier défi aussi, ça a été de s'imposer au milieu de tous ces garçons. Et la première chose qui a été très importante et que mon entraîneur a voulu inciter dessus, c'est de garder cette féminité, de ne pas pouvoir se perdre, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de filles en fait, qui dansent comme des garçons et qui s'identifient à eux, alors que pas du tout. En fait, on est des filles, on a notre force et on a, comme on dit aussi, on peut les battre avec élégance et c'est ça qui est magnifique. Parce que tu affrontes des garçons. Bien sûr. Oui, les compétitions sont mixtes. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus de catégories donc dédiées aux filles.
Mais quand j'ai commencé, je m'affrontais à des garçons, à des adultes, à peu importe en fait, même des handicapés. Donc il faut savoir que la discipline est ouverte à tous. Je m'affrontais à n'importe qui. Et donc j'ai commencé avec les compétitions juniors, surtout avec mon groupe Break de Mars, où on est... Le groupe Break de Mars, je suis désolée, je te coupe, c'est ton groupe d'entraînement ? C'est ça. D'accord, Break de Mars. C'est ceux avec qui je m'entraîne et avec qui on a évolué. Depuis toujours ? Oui. D'accord. Et on a fait pas mal de choses comme des émissions de télé, donc Disney Channel, Canal J. Et on était un des groupes les plus titrés en junior. Ensuite, j'ai fait pas mal de compétitions qui sont symboliques pour le break, comme le BOTY Battle of the Year France, où j'étais arrivée en finale à 11 ans. On l'a ensuite gagné en duo en 2017. J'ai gagné le Battle Nothing Toulouse, des championnats français comme le All School. Donc c'est des compétitions assez symboliques pour le break, qui ont été importantes et qui ont fait aussi qu'on m'a connue par là. Super. Tu parles pas des distinctions plus récentes ? il faut... Carlotta est super humble. Voilà, donc aujourd'hui, on rentre dans une autre phase où le sport est maintenant le break est maintenant considéré comme un sport, et l'intégration du break au JO est un sujet qui booste notre discipline. Et j'ai eu la chance de pouvoir me qualifier aux Jeux Olympiques de la jeunesse, où j'ai fait une 5e place, donc en Argentine. C'était un beau parcours qui était assez difficile. C'était un nouveau format de compétition. C'était en junior, donc on a d'abord commencé par l'Allemagne pour une qualification Europe-Afrique, où j'ai fait une 3e place. Ensuite, c'était les championnats mondiaux à Tokyo, où j'ai fait une 5e place. C'est quand même pas mal, 5e place, c'est super. Merci. Tu t'attendais à avoir ce classement ? Pas du tout. En fait, tu espérais quoi ? Moi, ce que je voulais, l'objectif, c'était d'être qualifiée pour les Jeux Olympiques de la jeunesse, parce que c'est la première fois que le break y est intégré. Et du coup, aujourd'hui, je suis la première représentante française en breaking. Personne ne l'a fait, en fait. Ce titre, il m'appartient, et c'est ce que je voulais. Et je m'y attendais pas, en fait. On rentrait un peu dans l'inconnu, on ne savait pas qui étaient les danseurs. On a découvert pas mal de monde, en fait, dans plein de pays cachés qu'on n'a pas l'habitude de se rencontrer dans le circuit, encore moins dans le circuit français. Et j'ai pu me confronter donc à toutes ces personnes, à tous ces nouveaux jeunes, et il y avait beaucoup d'enthousiasme et de détermination. C'était une belle compétition avec un bon esprit, un vrai esprit de compétition. Donc c'était beau, et les valeurs de sport, elles étaient bien représentées. C'était magnifique. Je t'écoute, je te trouve incroyable dans ta manière de communiquer, bravo. Donc on comprend effectivement que tu as fait beaucoup de choses pour en être là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de sacrifice depuis que tu as commencé le breaking ? On peut parler de sacrifice dans le sens où il y a beaucoup d'efforts, à faire. Moi, personnellement, j'ai raté beaucoup de samedis d'anniversaire pour aller m'entraîner ou faire des compétitions, mais c'est les seules choses. Ça n'a jamais endommagé ma vie, ou ça a toujours été fait sous plaisir, par plaisir et par volonté. Donc c'est avant tout du plaisir et de la détermination. C'est chouette d'entendre qu'effectivement tu continues à avoir du plaisir au bout de 11 ans de pratique. C'est ça. Et qu'il y a plein de jolies choses qui t'attendent encore. Quel est ton meilleur souvenir de performance ? Mon meilleur souvenir. Est-ce qu'il y a une performance où tu te dis là, pour moi, les sensations ont été incroyables ce jour-là. Je me sentais bien, j'étais au bon moment, j'étais au bon endroit. Ce serait le Battle of the Year France, donc quand j'avais 11 ans. Je suis arrivée sur une compétition qui pour nous était mythique. À cette époque-là, on ne pensait pas aux JO ou à autre chose. C'était la compétition où il fallait être. Oui, parce que Battle of the Year, c'est vraiment la compétition emblématique du breaking. Exactement, c'est la compétition emblématique, et c'était un rêve, un mythe d'y être, et j'y ai été. À 11 ans. C'est ça, donc rien que pouvoir y être, c'était magnifique, et j'étais confrontée donc à des filles, à des adultes. J'étais la plus jeune, c'est la première fois qu'une fille aussi jeune était là, et c'était incroyable en fait de voir toute cette ambiance, tous ces enjeux devant moi. Et au premier tour, en fait, je tombe contre la double championne du monde en titre, donc celle qui l'a gagné 2 fois. À ce moment-là, je me tourne vers mon entraîneur et je dis mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais là? Comment je fais? J'étais perdue, et il m'a dit mais non, c'est le même programme qu'on avait prévu, tu danses et puis tu verras. Et au final, je la sors au premier tour. À ce moment-là, c'était incroyable, j'y croyais pas.
Et ça m'a donné un boost et un élan pour la suite. Et il y avait un vrai soutien du public. Donc encore une fois, l'importance qu'ils donnent et qu'ils m'ont apporté. Et je me suis vraiment j'ai vraiment senti que je pouvais me libérer, que je pouvais montrer en fait ce que j'avais à faire et encore plus dans une compétition aussi importante. Donc j'ai pu montrer mon style, mes origines, j'ai pu me libérer, sourire, apprécier le moment et toute cette énergie-là regroupée, c'était magnifique. Est-ce que la discipline, le breaking a évolué depuis que tu la pratiques ? Bien sûr, mais déjà sur cet aspect de danse masculine, où quand j'ai débuté, je faisais beaucoup plus de compétitions contre des garçons. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus de catégories dédiées aux filles. Et avant, par exemple, les filles étaient mises de côté, donc ça allait être la catégorie qui allait faire la pause, donner une distraction. Aujourd'hui, il y a des compétitions consacrées seulement aux filles. Donc ça aussi, c'est important de le savoir. Au JOJ, on avait une catégorie filles. Et dans la technique, dans la danse, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué, qui sont modifiées ? Ça aussi, je pense qu'il faut en parler. La danse, elle a évolué dans le sens où avant, c'était très dédié au footwork, donc dans les pas au sol. C'était beaucoup moins dédié à la technique. Et aujourd'hui, il y a justement cette confrontation entre les danseurs qui revendiquent une ancienne culture, une culture du sol, des mains posées au sol, et aujourd'hui des danseurs qui sont beaucoup plus complets et qui sont complètement dédiés à la technique. Donc on a ces danseurs-là qui privilégient la technique comme moi, et d'autres qui l'originalité et la recherche des pas au sol. Aujourd'hui, toi, c'est quoi ton challenge personnel dans l'évolution de ton savoir-faire sur le breaking ? C'est montrer que chaque danseur est propre à sa danse, il décide de comment il veut le danser et il ne doit pas être, on va dire, jugé par c'est pas parce qu'un danseur privilégie une danse qu'il va en pénaliser une autre, et reconnaître les qualités du danseur et s'adapter à sa danse. En fait, la danse est en train d'évoluer, elle prend encore plein de richesses. Et il faut le reconnaître et donc montrer qu'on a encore plein d'enjeux, plein de choses à explorer et qu'il faut les accepter. Et c'est ça qui fait la richesse du break, alors faut pas le nier. Ok, et donc toi, il va se passer des choses incroyables dans quelques années. Là, tu as 17 ans, mais tu vas représenter du coup la France au JO c'est mon objectif. De Paris de 2024. Ouais, il faut... Donc là, on est reconnu en tant qu'athlète de haut niveau. Donc cette année, je fais maintenant partie des athlètes de haut niveau. C'est la première fois pour le breaking. Donc ça aussi, c'est magnifique. C'est un beau premier objectif dans ce parcours. Ah oui. Ouais, mais bon, après ce titre, il va falloir le garder. Il va falloir travailler dur. Et il va falloir travailler dur aussi pour se qualifier pour Paris 2024. Parce que certes, j'ai fait les JOJ, mais c'est pas acquis pour cette date. Alors montrer que j'ai encore ma place et pouvoir y participer. Et comment ça se passe pour être qualifié pour les JO ? Alors, beaucoup de choses sont en train de se mettre en place. C'est pas encore définitif. Je ne sais pas comment ça va être, comment on va être élu, comment on va être qualifié. Les prochains enjeux sont les championnats officiels, donc ils sont aussi en train de se mettre en place. Pouvoir créer un parcours, un championnat de France, un championnat européen et mondial. Pouvoir faire un classement français, un classement international. Et c'est quand ces championnats ? Je sais pas encore. Je sais pas, ce serait sûrement en fin d'année. D'accord. Donc toi, tu t'entraînes dur. Tu as changé des choses dans ton entraînement pour atteindre ce Graal des JO ou pas du tout ? L'entraînement, pas l'entraînement en soi, sachant qu'on a toujours pris en compte la préparation physique, les renforcements musculaires, un entraînement dur, les reproductions de compétition pour pouvoir les appréhender. C'est plus la récupération et la préparation, surtout la récupération en fait, où j'ai compris que au-delà de l'entraînement, il fallait prendre en considération le corps, comment récupérer, l'alimentation, le soin. Les vrais cas, on est des danseurs de rue, alors il n'y a pas forcément pour tous cette conscience du soin en fait apporté au corps.
Et moi, je l'ai toujours eu, surtout que j'ai commencé petite. Alors, mes parents s'inquiètent et c'est important d'avoir une bonne santé. Mais on le prend encore plus en compte, surtout si maintenant qu'on est des danseurs professionnels, pouvoir accéder à l'INSEP, on a découvert en fait ces installations sportives. Et pour nous, comme on dit, c'est une machine de guerre, l'installation, où tu as tout sur place et tu peux t'entraîner, récupérer et avoir des médecins. Par exemple, moi, dans ma région, et pour faire une IRM, ça m'a pris 3 mois. Alors là, il y a des moyens qui s'offrent à nous, qui sont utiles et qui vont pouvoir nous faire avancer. Et du coup, est-ce que le regard médiatique aussi a changé sur ta discipline ? Faut savoir que du coup, avec le break qui arrive au JO, les médias s'y sont beaucoup plus intéressés. Et donc, il y a cette question surtout qui se pose, est-ce que c'est un art, est-ce que c'est un sport, est-ce que c'est légitime ? Et aujourd'hui, on essaye de reconnaître en fait notre sport et montrer pourquoi il est légitime. Donc il y a tout le parcours qui est mis en lumière, donc cette danse qui part de la rue, qui est ensuite médiatisée et reconnue pour ses qualités, pour sa technique, pour les efforts qui y ont été mis. Donc ça, c'est magnifique. Et toi, tu vises quoi alors pour ces JO ? La médaille d'or. La médaille d'or, bah oui. Il faut, franchement, c'est un bel objectif, c'est un rêve, surtout que les Jeux sont en France. Donc pouvoir être une des représentantes françaises dans son pays et s'imposer face à toutes ces personnes, en plus pour la première fois au JO, c'est sûr que ça fait rêver et que ça donne envie de travailler pour ça. Et moi qui suis dans ta chambre aujourd'hui, je souhaite de tout cœur que Merci ce rêve beaucoup. se réalise dans les 5 ans. Et que je te regarderai ce jour-là à la télé avec une petite larme, beaucoup de larmes du coup dans les yeux. Et est-ce que la France est une grande nation de break ? Parce qu'on ne sait pas ça, comme du coup, on découvre que... on va découvrir le savoir-faire de la France au JO. Est-ce que tu penses que la France est une grande nation de breakdance ? La France, oui. C'est un des piliers du break. C'est là où le circuit c'est le plus développé. Il y a beaucoup de compétitions en fait, qui sont faites en France. Les plus grandes compétitions sont ici en France, comme le Battle of the Year, le Battle Pro, le Nothing Toulouse. Donc, c'est des événements emblématiques qui se trouvent ici. Donc la France a beaucoup contribué à l'évolution du break. On dit aussi que les Français, nous, on a un style particulier où on prend beaucoup de place sur la scène, on joue beaucoup avec le public. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a un grand circuit qui s'est développé et aussi cette création de grands événements, d'échanges avec le public. Donc, la France est un pilier pour l'évolution du break. C'est chouette de savoir ça. Moi, je pensais, tu vois, naturellement que c'était les États-Unis. Les États-Unis, bien sûr, dans le fait où c'est là où c'est apparu. Mais par exemple, contrairement aux États-Unis, on a un style complètement différent où eux sont restés en fait là où la danse a été créée. C'est-à-dire un style très lent où ils prennent leur temps, ils posent leur danse. Alors que nous, c'est beau. On va dire il y a beaucoup plus d'énergie, de spectacle. Il y a cet aspect spectacle en fait qui est apparu dans la danse. Et une troisième nation, ce serait le Japon. Le Japon ? Ouais. Là-bas, il y a beaucoup de danseurs. Le niveau est magnifique. Beaucoup de danseurs en fait sont très très bons. Les plus grosses équipes viennent de là-bas. Et là, eux aussi sont très bons. Et toi, tu as des rockstars dans le breaking ? Des gens que tu regardes, des garçons, des filles, qui sont un peu tes icônes à toi ? T'as pas de poster là dans ta chambre. Non, en fait, moi je regardais très peu de vidéos, donc souvent on me demandait ça, est-ce que t'as des fans ou tu aimes quelqu'un ? Et moi je savais jamais qui répondre. C'est-à-dire qu'après l'entraînement, moi je mettais à la télé, je mettais Disney Channel et puis c'était fini. Alors que maintenant, je prends beaucoup plus d'importance à regarder comment la danse évolue, regarder les danseurs. Et quelqu'un que j'aime beaucoup, elle s'appelle Logistics, c'est une américaine. Et je l'aime parce que déjà c'est quelqu'un de très technique. Elle est technique, donc c'est une fille et elle a une technique juste magnifique. Elle a quel âge ? Elle a 16 ans, donc un an de moins que moi. Et elle peut rivaliser avec des hommes. Aujourd'hui, elle vient d'intégrer l'équipe Red Bull. Donc ça aussi, c'est un des objectifs pour les danseurs. Pouvoir être dans Red Bull, c'est eux qui développent la plus grande compétition mondiale. Aujourd'hui, justement, le 9 novembre, il y a la compétition, il y a la finale du championnat du monde. Donc c'est vraiment une marque emblématique pour ce sport. Tout le monde veut y arriver. Elle en fait partie. Et j'aime sa danse donc, par sa technique et aussi le fait qu'elle s'intéresse à d'autres danses. Et je pense aussi que c'est elle qui m'a donné le pas à pouvoir explorer, aller voir d'autres choses. Donc elle explore toutes ces danses et je trouve ça magnifique. Pour enrichir son art. C'est ça. Son sport. Ouais. On va conclure. C'est déjà très chouette d'avoir passé autant de temps avec toi.
T'aimerais remercier quelqu'un dans ce parcours que tu as accompli depuis tant d'années, même si tu es toute jeune encore? Remercier, ce serait ma mère. Ta maman? Ma maman. Qui est ton premier soutien? Ouais, c'est ça. En fait, ma maman, elle m'a accompagnée à partir du moment où j'ai dit que je voulais faire du break, même si faut savoir que c'était pas une danse très populaire. On la reconnaissait comme la danse de la rue, donc une danse, on va dire, de bandits. On savait pas vraiment qui la pratiquait et malgré ça, elle s'y est intéressée. Elle a pas porté de préjugés. Elle a tout de suite voulu aller voir et autant qu'à moi qu'à elle, ça lui a plu et elle m'a toujours soutenue. Aujourd'hui, elle m'accompagne dans tous les événements, de partout où je vais, dans tout ce que je fais, dans tous mes projets, en fait, elle m'accompagne. Elle est de tous les déplacements? Ah oui, ah oui, incroyable. Le maximum possible, elle m'accompagne au-delà de son travail. Et carrément, dans des compétitions, des fois, les gens la reconnaissent à elle avant moi. Donc, pour dire... Elle a un surnom aussi ou pas? Elle s'appelle Rosa, donc Rosita, pareil, la cubaine. Et donc voilà, c'est super important et j'en prends conscience en fait qu'avoir un suivi, encore plus des parents, c'est indispensable. Et sans elle, j'aurais pas pu être là où je suis. Alors je la remercie beaucoup, je la remercierai jamais assez. Bah, écoute, c'est super de pouvoir utiliser ce moment pour la remercier. Je pense que tu lui dis tous les jours aussi. Ouais. Et quelle est la valeur fondamentale qu'elle t'ait inculquée? Je pense que c'est la chose la plus importante, c'est quels soient tes objectifs et tes rêves, il faut y travailler parce que déjà sans espoir, tu ne vas nulle part. Ça aussi, c'est une caractéristique cubaine où c'est une... Si tu vas sans espoir, tu vas nulle part, c'est joli. J'aime beaucoup. Et donc voilà, elle m'a toujours dit ne t'inquiète pas pour tes études, pour le parcours, ça, tu pourras toujours le faire, des sacrifices, tu peux toujours en faire, des efforts encore plus. Alors, peu importe où tu veux aller, il faut y croire et y aller. Merci Carlotta. J'invite tout le monde à te soutenir, à te suivre, à suivre tes aventures au quotidien. Donc la señorita Carlotta Duquec, 17 ans, qui est déjà une grande personne. Donc ce podcast doit permettre de faire rayonner la danse, toutes les danses. Si tu étais à ma place, tu aimerais inviter qui? Mon entraîneur, parce qu'au-delà des danseurs, il y a tout le travail qui se fait dans l'ombre. Donc mon entraîneur en fait qui m'a accompagnée depuis que je suis petite et le travail de pédagogue il est tout autant important. Ce qui a été aussi particulier c'est que, et ce pourquoi je le respecte, c'est un entraîneur en fait qui respecte les caractéristiques, les qualités de chacun. Et ça je pense que c'est très important pour un entraîneur, donc savoir voir ce qu'il y a dans le danseur et pas lui apporter seulement ce que toi tu sais, pouvoir le faire évoluer dans ce que la personne aime et dans ce qu'il ressent. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger et c'est pour ça que je l'inviterai. Bon, alors il s'appelle comment? Il s'appelle Naïm Sassi. Naïm Sassi, quand tu écouteras ce podcast, sache que Carlotta aimerait que tu viennes témoigner sur le podcast Tous Danseurs. Merci Carlotta. Merci à toi. Bonne continuation, on est à fond avec toi. Merci. La fusée va décoller, c'est sûr. Ciao. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.